9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes en direct de la maison de la radio, justement, à Gbalépé-Dogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les rédactions. Aujourd'hui, c'est mardi 23 janvier 2018. Il est 7h, presque 5 minutes. À Kodjo-Viakopé et à Baguida où vous nous recevez sur la 93.1 FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traduction des rédactions. 5 rédactions à visiter ce matin. Le bimensuel L'équipe sportive, le bimensuel L'économie et développement, le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire L'Indépendant Express et le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Aujourd'hui, nous vous donnerons la parole. Nous parlerons politique encore à l'antenne avec la crise politique au Togo. Nous vous donnerons la parole donc dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant avec le sujet. Bienvenue. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et la revue de presse avec le quotidien Liberté. D'abord, Liberté qui évoque donc l'opposition et le dialogue en perspective. Tenir compte de la ruse de Faure Gnassingbé et ne plus se faire gruger. C'est ce que conseille presque ce matin le confrère Liberté. Vous lirez l'article à la page 3. Et PAM, admise à la retraite, Ayélégan, Folie, Cécile joue les prolongations sur fond de controverse, écrit notre confrère. Le journal qui évoque aussi la gouvernance par hypocrisie au Togo. Le régime RPT Unir brandit l'emploi des jeunes comme solution à la crise et courtise les USA. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Liberté. Et nous avons maintenant au téléphone le patron du journal L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire Sam Diabon. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux passagers du plus beau taxi matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Media Show. C'est bien cela. Et puis ce matin, vous parlez d'abord du Libéria avec Faure Gnassingbé à l'investiture de George Weah. Oui, Eric, George Weah, c'est cet Africain qu'on ne présente plus au monde entier. D'abord, il a été ballon d'or et ensuite star du football mondial. George Weah a été élu par ses compatriotes il y a encore quelques semaines pour présider aux destinées du Libéria. Et hier, dans la journée d'hier, au grand stade Samuel Sport de Monrovia, le stade était archi-comble. Difficilement, on pouvait se frayer un passage. Et c'est dans cette foule compacte que George Weah est arrivé avec son épouse pour son investiture, afin de succéder à Madame Hélène Johnson Sirleaf, la toute première dame africaine qui a été élue en 2005 et qui avait fini son mandat et qui passait le témoin à George Weah. Et à l'investiture de George Weah, comme il fallait s'y attendre, Faure Gnassingbé, qui est le président en exercice de la conférence des présidents et des chefs de gouvernement de la CEDEAO, était à la première loge. Si vous voyez même l'image que nous avons passée en manchette de la une de bi-hebdomadaire L'éveil de la nation numéro 525 de ce mardi, Faure Gnassingbé est assis à côté de George Weah qui avait à sa gauche son épouse et Hélène Johnson Sirleaf. Donc Faure Gnassingbé a marqué d'une tâche indélébile sa présence à l'investiture de George Weah, non seulement parce qu'il est président de la CEDEAO, parce que, rappelons-le aussi, c'est à Monrovia que Faure Gnassingbé avait pris les rênes de la CEDEAO en juin dernier, et donc Faure Gnassingbé, c'était avec fierté qu'il présidait la cérémonie d'investiture de George Weah, et à côté de Faure Gnassingbé, il y avait aussi le président ghanéen, le président sénégalais, le président congolais, pour ne citer que cela, pour rehausser l'éclat de l'investiture de George Weah. Nous avons jugé utile de revenir dans un article, un reportage, nous avons dressé le reportage de ce qui s'est passé
à Monrovia dans la journée d'hier. Nous invitons nos lecteurs à parcourir notre article. Et en fin d'article, nous avons passé un communiqué de la présidence de la République qui explique en détail tout ce que Faure Gnassingbé est allé faire à Monrovia. Bien sûr, on lira le communiqué naturellement de la présidence dans votre journal L'éveil de la nation ce matin. Et puis par rapport donc à la crise politique au Togo, vous évoquez, Sam, les exigences de l'opposition avant l'ouverture du dialogue et avec cette interrogation, pourquoi Jean-Pierre Fabre s'accroche-t-il à la libération des détenus des incendies des marchés? Oui, Eric, c'était une surprise à la limite parce que, vous savez, l'opposition togolaise, avant l'ouverture du dialogue, avait exigé que certaines mesures d'apaisement soient mises en œuvre avec l'aide de la médiation. Donc, Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, s'appelle à ce que ces mesures édictées par l'opposition puissent être mises en œuvre. Mais, a priori, ces mesures devraient concerner les manifestants et les militants de l'opposition arrêtés dans le cadre des manifestations commencées depuis le 19 août. Alors, à notre sens, il fallait circonscrire ces mesures d'apaisement depuis le 19 août jusqu'à ce jour parce que c'est à propos ou bien c'est à cause de ces manifestations que certains détenus ont été appréhendés, certains militants ont été appréhendés, que certaines villes ont été mises sous état de siège. Et donc, cette semaine, la semaine dernière plutôt, l'opposition, en rencontrant le président Alpha Condé, avait encore sorti une nouvelle liste de mesures d'apaisement. Au cœur de ces mesures d'apaisement, on parle de la libération des détenus dans le cadre des incendies des marchés de Kara et de Lomé et de l'arrêt des poursuites contre les personnes inculpées. Or, tout le monde sait que dans ces incendies, que les enquêtes ont révélé criminelles, la lumière n'a pas encore été faite en ce qui concerne les responsabilités des uns et des autres, de ceux qui sont détenus et de ceux qui sont inculpés. Jean-Pierre Fabre, il faut le mentionner, il est député de la République, il a été inculpé dans cette affaire des incendies. Les premières mesures d'apaisement le concernaient pas pour l'arrêt des poursuites engagées contre lui, mais pour la levée du contrôle judiciaire dont il était objet. Alors, cette fois-ci, on parle de la libération pure et simple des détenus dans cette affaire et de l'arrêt des poursuites de ceux qui ont été inculpés. Alors, on se demande, Jean-Pierre Fabre, il est politicien, il est député, tout le monde sait que c'est pas facile de mettre du grappin sur un député pour juger un député ou bien pour amener un député au procès. Il peut forcément lever son immunité et pour lever son immunité, lui-même il peut en faire la demande ou le Parlement, le bureau du Parlement peut introduire une requête afin que son immunité soit levée. Aujourd'hui, ni le premier cas ni le second cas n'est pas respecté et Jean-Pierre Fabre n'a aucune intention, c'est pas lui qui l'a pas sanctionné. Il n'y a pas de conseil qui peut sur lui parce qu'il suit toujours d'une immunité parlementaire. Alors nous sommes revenus dans notre article pour poser cette interrogation parce qu'en réalité, vous êtes un politique que vous dites populaire et ce n'est pas Jean-Pierre Fabre seul qui le dit parce que cela a été aussi entériné par ces militants lors des élections législatives de 2013. Aujourd'hui, c'est comme on jette de l'opprobre sur vous. Il est question pour Jean-Pierre Fabre de prouver sa non-inculpation ou bien sa non-culpabilité dans cette affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Même si l'Assemblée nationale ne demande pas que son immunité soit levée afin qu'il aille au procès ou bien afin qu'il aille au jugement, lui-même il peut en faire la demande pour la manifestation de la vérité. Alors nous sommes revenus dans notre article, nous avons posé cette interrogation. Pourquoi Jean-Pierre Fabre s'approche-t-il à la libération de tous ceux qui ont été détenus dans cette affaire des incendies, alors que vous savez, c'est des incendies criminels qui ont porté beaucoup fatal à notre écoute. Nos mamans, nos soeurs, nos filles sont toujours en train de pleurer. Des gens ont été assommés par cet incendie et il est important qu'un procès équitable soit mené afin que les responsabilités soient situées. Mettre cette affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé dans le cadre des mesures d'apaisement pour aller au dialogue, nous pensons que ça ne permettra pas à la vérité de jaillir. D'accord.
Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal, L'éveil de la nation, toujours par rapport donc à la résolution de la crise socio-politique au Togo. Vous écrivez que l'opposition radicale à bout de souffle et en panne d'imagination. Que devient la date du 23 janvier pour le début du dialogue? Je rappelle que c'est aujourd'hui. Et en tout cas, on lira votre interrogation dans le journal. Et puis, la route qui tue, la route a tué l'année 2017 580 de nos compatriotes SAM. Combattre le mal à la racine, c'est ce que vous proposez, Carbon. Oui, vous savez, Eric, en fin de semaine dernière, le ministre de la Sécurité, Yacc Bagram, et son collègue des transports, Nifaou Nofam, étaient face à la page pour présenter le bilan des accidents de l'année 2017. Alors, le bilan est macabre. On parle de 580 morts causés. La plupart du temps, les 60% des accidents ont été causés par les motocyclistes. Alors, nous sommes allés loin pour véritablement poser le diagnostic déjà posé par les deux ministres et demander qu'on essaye d'endiguer le mal par la racine parce que, vous savez, ces mesures sont en train d'être prises. Au lendemain de la présentation de ce bilan, quand vous donnez certains acteurs de la ville de Lomé, vous allez voir les agents, les forces de l'ordre, du contrôle routier, qui ont envahi tous les acteurs pour essayer de demander aux gens de limiter la vitesse. Ceux qui violent les feux tricolores, on les sanctionne, on les verbalise. Mais nous pensons que le mal sera sérieusement combattu si les agents qui ont en charge le contrôle routier sont beaucoup plus sensibilisés. Parce qu'il n'est pas rare de voir des gens avec des véhicules sans visite technique à jour, qui circulent librement, et parfois quand les contrôleurs de la route mettent la main sur eux, il y a des négociations qui sont faites, et finalement on laisse les gens partir sans verbalisation. Mais nous pensons qu'il faut aller loin, au-delà de la sensibilisation ordinaire, au-delà de la pédagogie, pour sanctionner sérieusement ceux qui roulent avec des voitures qui n'ont pas de visite technique à jour, avec des voitures sans permis de conduire, ceux qui violent allègrement les feux tricolores ou ceux qui font un peu dans l'excès de vitesse. L'autre aspect qui cause sérieusement des accidents, c'est la conduite en état d'ivresse. Et ça, on a régulièrement vu ça. Même, vous vous rendez compte, il y a des gens qui décèdent le 1er janvier déjà par cause de d'ébriété ou d'ivresse, qui se mettent au volant de leur voiture ou bien à dos de leur moto et qui font des accidents mortels. Nous avons pensé que le gouvernement, il est temps que le gouvernement se dote d'un alcotest pour permettre à ceux qui conduisent dans ces états-là de souffler dans l'alcotest, de voir le degré, la quantité d'alcool dans leur organisme et de les verbaliser sérieusement. Nous pensons que c'est à ce rythme qu'on peut définitivement et sérieusement endiguer les accidents de la route qui font de nos routes désormais des miroirs ou des tombeaux ouverts. On lira le reste dans votre journal L'éveil de la nation, Sam, rassurez-vous. Merci quand même pour votre disponibilité ce matin à être avec nous à l'antenne. Merci Eric, bonne émission de 11h et merci. Bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous également. Merci, au revoir. Taxi Média Show. Notre seconde rédaction ce matin, c'est celle du journal L'Indépendant Express. Carlos Ketaou au téléphone avec nous. Carlos, bonjour. Bonjour Eric, bonjour chers auditeurs de Taxi FM. Allez, merci de nous avoir rejoint Carlos. Et ce matin, vous parlez de Jean-Pierre Fabre et de Tikpi Achadam, les mystères de l'ange et de la bête. En réalité, c'est un portrait croisé par rapport à ces deux hommes. Oui, c'est un portrait croisé que nous avons décidé de publier après une enquête sur les deux personnalités. Vous savez que Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, et monsieur Tikpi Achadam, qui est aujourd'hui l'homme qui incarne la lutte populaire avec les manifestations, on le voit en tout cas par rapport à la situation politique et à la crise politique. Il y a beaucoup de choses qui se disent de part et d'autre
à travers les médias, à travers les réseaux sociaux sur ces personnes. Et on a l'impression que les gens ne connaissent pas suffisamment ces deux leaders politiques. Et nous avons dressé un portrait croisé, des portraits croisés de ces deux personnalités, et en quoi les qualités et compétences intrinsèques de Jean-Pierre Fabre et de Titoué Tchadam aujourd'hui convergent vers une union et une unicité sacrée d'action en vue de mener la lutte jusqu'au bout. Et dans ce portrait, nous avons essayé d'exprimer un peu de ce qui unit les deux personnes, les deux personnalités, ce qui pourrait les diviser, mais le principe d'union autour de l'alternance, autour de la lutte populaire, nous avons également ressorti cette situation et nous avons démontré également la complémentarité qui permet à ces deux personnes de pouvoir rester ensemble jusqu'au bout. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, il y a des rumeurs, il y a des faussetés, il y a des inventions, et puis il y a des tendances à les diviser, mais nous avons eu à attirer l'attention de nos lecteurs sur ce que représente aujourd'hui les portraits croisés de Jean-Pierre Fabre et de Titoué Salifou et Tchadam. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal, l'Indépendant Express, Carlos, et puis vous vous intéressez également aux femmes, les femmes togolaises et la marche en noir. Brigitte Adjamagbo Johnson, qui conscientise finalement les femmes unir, Carlos? Oui, vous savez que les femmes du Togo ont marqué encore une fois, vous savez, le rôle que jouent les femmes dans la politique togolaise. Elles ont été toujours en avant-garde de la contestation, de la mobilisation. Et les femmes, ce sont les mères, ce sont les sœurs, ce sont celles qui s'occupent de la famille, en tout cas. Et elles sont sorties très nombreuses la dernière fois pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation politique togolaise. Elles ont dénoncé les barbaries perpétrées par les forces de sécurité. Elles appellent au bien-être des populations et interpellent les autorités togolaises à pouvoir se pencher sur la situation, la crise qui secoue le Togo. Elles étaient en noir. Le noir, c'est le symbole du deuil. Le noir, c'est le symbole de la gravité de la situation. Brigitte Adjamagbo, qui était intervenue au cours de la manifestation, a interpellé d'abord les autorités togolaises à écouter les femmes, parce que quand les femmes sortent, c'est qu'il y a danger à la demeure, et aussi à interpeller ou conscientiser les femmes du parti politique Unir. Et leur silence serait signe de complicité. Leur silence dans cette situation serait signe de protection de la barbarie, des dérives. Elle les appelle à se joindre à elle, pas dans un sens beaucoup plus politicien, mais en tant que mère, en tant que sœur, en tant que gardienne des foyers, en tant que celles qui peuvent permettre aux hommes de pouvoir revenir sur terre et de créer une atmosphère vivable et permettre au Togo de sortir de situation. Donc Brigitte Adjamagbo a interpellé les femmes d'Unir à être conscientisées et à comprendre que ce sont les femmes qui sont les plus grandes victimes de cette situation. Ce sont les enfants de ces femmes qui sont tués, ce sont les enfants de ces femmes qui sont malmenées, qui sont maltraitées, ce sont les enfants de ces femmes qui sont au chômage et qui partent en aventure. Ce sont les enfants de ces femmes qui souffrent. Donc, ce sont ces femmes qui souffrent par ricochet. Et Brigitte Adjamagbo les a conscientisées à rejoindre la lutte et à permettre au Togo de sortir de cette situation difficile. Alors, on lira l'article à la page 3 de votre journal, Carlos, et puis vous parlez également d'obsession, de conservation de pouvoir. Le pouvoir de Lomé a peur finalement du dialogue, Carlos.
Oui, le pouvoir de Lomé, d'après toutes les analyses, a peur du dialogue politique. Parce qu'on voit de la façon la plus rocambolesque et ambiguë dont les autorités togolaises essaient de situer cette question de dialogue. Au début, on avait balbutié la question de dialogue sur les lèvres. On sentait que le pouvoir politique n'était pas véritablement engagé et était contrainte par la communauté internationale pour lancer un ballon d'essai et amener l'opposition à pouvoir se responsabiliser par rapport à cette question de dialogue ou porter accusation sur l'opposition. Le pouvoir a ouvert des consultations disparates avec des partis qui n'étaient pas pleinement engagés dans la mobilisation populaire. Ça n'a pas marché. Maintenant, la médiation internationale s'est impliquée et a mis la pression, surtout après l'appel du secrétaire général des Nations Unies qui a invité la classe politique au dialogue. Alors le pouvoir se sentant mis sous pression a tenté d'ouvrir encore le dialogue en proclamant un peu partout que seul le dialogue peut résoudre le problème. Mais aujourd'hui, après les différentes rencontres avec les médiateurs, notamment et le président guinéen, le président de l'Union africaine, le président ghanéen, où on a demandé au pouvoir togolais, notamment Faure Gnassingbé, de créer des conditions d'apaisement, notamment à la libération des détenus et puis la levée de l'état de siège sur certaines villes, notamment Bafilo, Sokone, Kara. On voit le pouvoir commencer à rechigner. On a libéré un certain nombre de personnes sans libérer d'autres. Sokone et Kara et Bafilo sont encore plus ou moins assaillis par des militaires et des miliciens. Et aujourd'hui, les conditions politiques au niveau du parti UNIR, du pouvoir en place, ne donnent pas espoir à un certain dialogue. Tout simplement, la raison, c'est parce que le pouvoir pense que le dialogue ne l'arrange pas. Quand on va ouvrir aujourd'hui le dialogue, le pouvoir sera obligé de faire des concessions importantes, notamment sur la question de la limitation du mandat, sur la question du mode de scrutin et sur la question même du départ de Faure Gnassingbé. Donc tout ceci essaie d'obnubiler ce pouvoir, le président de la République, ses ouailles, les ministres et tous les autres qui ne veulent pas lâcher prise en matière de conservation du pouvoir. Alors, comme le dialogue est presque une porte ouverte pour assurer au peuple togolais l'alternance et imposer un régime plus ou moins démocratique au Togo, alors le pouvoir reste à tourner en rond et à inventer des artifices, à s'engager dans des colibets de part et d'autre et à refuser le dialogue. Finalement, nous avons conclu que le régime togolais a peur du dialogue politique qui permette de sortir le Togo de cette crise politique. Oui, tout à l'heure, nous lancerons le débat par rapport donc à ces discussions qui devraient en principe démarrer aujourd'hui. On voit clairement que ça n'aura plus lieu. Au centre également on va dire, des exigences de l'opposition qui réclament entre autres la libération des détenus dans l'affaire des incendies des marchés. Et la question que nous poserons tout à l'heure à nos auditeurs, comment est-ce qu'ils trouvent finalement ces exigences de l'opposition, pour certains, des exigences qui retardent l'ouverture des discussions. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99. Merci beaucoup, Carlos Quetaou. Merci, Eric. Très bonne émission et salutations à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée, Eric. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Il y a le journal Le Médium qui est dans les kiosques ce matin, politique avec l'incessante marche de la coalition des 14 partis, la balade des gens heureux, écrit à notre confrère qui fait allusion donc à la rencontre à Accra récemment et cette photo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, la photo des leaders de la coalition. Économie, Banque africaine de développement, les perspectives économiques au Togo en 2018, c'est à découvrir dans le journal. Et puis par rapport donc à la sécurité routière, on en parlait il y a un instant avec Sam Diobo, 5181 accidents en 2017. On lira l'article dans le journal Le Médium. Taxi FM 93.1. Et notre troisième rédaction ce matin, c'est celle du journal Actu Express avec Isidore Akoller au téléphone. Isidore, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du taxi aujourd'hui. Alors, ce matin, vous parlez de trafic d'ossements humains à Dovi, Kokoroko, à Koué, en flagrant délit de profanation de tombes au cimetière de Degbenou à Anéron. Hein. Évidemment, depuis près de 25 ans, la profanation des tombes est devenue un casse-tête chinois pour les autorités coutumières du quartier Degbenou à Anéron. Tenez-vous bien, on y dénombre ces 5 dernières années 308 tombeaux profanés. Pour y remédier, un comité de vigilance a été créé. C'est ainsi que le chef du quartier, Na Adoukoué, Akoué, lui, avec son comité, ont pris la main dans la tombe à Dovi Kokoroko, Akoué, en train de voler les restes du corps de Afambi à côté Damien, décédé le 5 mai 1997. La scène se passait, tenez-vous bien aussi, dans la journée du mercredi 17 janvier. D'accord, très bien. Bah, écoutez, les détails, on le lira donc dans votre journal Actu Express. Vous parlez également des journées portes ouvertes et d'intégration de l'entreprise sociale de marché commun. Les 4 activités présentées au public, Isidore. Oui, avant d'y arriver, notons aussi que le profanateur a été conduit au commissariat de la ville d'Anéron et aujourd'hui poursuivi à la prison civile. Pour revenir aux journées portes ouvertes de l'entreprise sociale de marché commun, c'était le 17 juillet 2019 que cette entreprise sociale a ouvert ses portes au public et a présenté ces 4 activités qui sont la souscription pour soi et pour au compte marchand et au mode de consommation. La deuxième activité, achat-vente réciproque. La troisième, prestation de la production commune. Et puis, acheteur-revendeur en ligne compte au pays. C'est une plateforme qui se veut de réaliser les 17 objectifs de développement durable à travers un outil appelé outil de développement durable. D'accord. Un mot sur le sport et le cyclisme, le vélo de plein pied dans les garnisons, finalement. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez qu'il y avait eu des déception des coureurs, des cyclistes lors des compétitions en interne qu'on avait ouvertes tout dernièrement. Les meilleurs cyclistes togolais ont fait déception, ont boudé la fédération. Donc, pour y remédier, la fédération envisage intégrer les forces de sécurité et de l'ordre dans le cyclisme pour l'écurie et renouveler la classe de ces cyclistes pour que de pareilles déceptions ne se reproduisent plus. D'accord, très bien. Isidore, on lira tous ces sujets dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Merci beaucoup Isidore. C'est à moi de vous remercier et bonne émission. Allez, bonne journée à vous. 93.1 Taxi FM. Et notre 4e rédaction maintenant au téléphone, c'est celle du journal Actu Express. Non, l'alternative. C'est l'alternative maintenant. Ferdinand, ne vous fâchez pas. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Ferdinand. Et ce matin, vous parlez de la contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé, les femmes debout contre la dictature. Hein? Oui, c'est ce qu'on peut dire par rapport à la marche du samedi dernier. C'est un pari réussi pour les femmes qui ont appelé à manifester. Et il y avait du monde dans les rues sur tous les axes où la manifestation a eu lieu. On peut rapidement dire que c'est pas la première fois que les femmes togolaises s'impliquent réellement dans la lutte. On en a vu en 90. On peut remonter dans l'histoire et évoquer la fameuse marche de 1933 qui a secoué l'administration coloniale. Et donc, pour ce samedi, c'est une grande réussite. Et on sait très bien que la situation que traverse le pays préoccupe premièrement les femmes. C'est elles qui sont dans les marchés, c'est elles qui tiennent les foyers. Et donc, il n'y avait pas de raison à ce qu'il n'y ait pas cette mobilisation. Et donc, nous avons tenu à revenir sur la manifestation de ce samedi.
D'accord, très bien. Ben, écoutez, vous parlez également de la diaspora togolaise avec la Togolese Civil League de Farida Nabourema et qui lance finalement une grande offensive, Ferdinand, auprès des autorités américaines. Oui, tout à fait. Farida, on ne la présente plus. Tout le monde la connaît, tout le monde sait ce qu'elle fait, comment elle se bat au sein de la diaspora contre le régime en place. Et depuis quelques semaines, elle a décidé de lancer un mouvement politique qui est légalisé aux États-Unis où elle vit. Et donc, avec ce mouvement, elle a organisé une série d'activités du 16 au 19 janvier dernier où elle a pris contact avec plusieurs autorités américaines pour leur expliquer les réalités de la situation togolaise. Vous savez que le gouvernement togolais envoie des émissaires ou envoie des mémorandums pour intoxiquer ou pour présenter à sa manière les faits aux autorités américaines. Vous savez aussi que les États-Unis interviennent énormément au Togo. Et il y a le fameux M66 qui est sur la table. Il y a des appuis à l'armée togolaise qu'on instrumentalise ici à des fins de violence. Et il y a plusieurs soutiens. Et donc, l'action a consisté à entretenir tous ces secteurs-là qui interviennent au Togo pour leur expliquer la réalité des faits et les réalités empiriques. C'était très réussi avec son organisation et les membres qui sont aux États-Unis. Elle a rencontré pas mal d'organisations, le département d'État, la cellule de Millennium Challenge, l'USAID, le NED et puis bien d'autres structures qui ont été véritablement sensibilisées sur le cas du Togo. Et il y a aussi des organisations de droits de l'homme qui ont été contactées Amnesty International USA et puis le barreau des avocats américains sur les questions des arrestations, des tortures et des éventuelles plaintes à déposer contre les auteurs des tortures dans le monde entier. Vous savez que la torture est un acte imprescriptible et qu'aujourd'hui, les autorités togolaises et surtout les services de renseignement s'adonnent à des actes de torture systématiquement. Lorsqu'on arrête les gens, on prend leur téléphone, on viole leur correspondance, on arrête personne, on les passe à la torture pour les aveux. Et tous ces gens, aujourd'hui, sont connus. Et donc, il y a on collecte les noms, il y a des auteurs de torture, on collecte les identités, il y a des plaintes qui seront dans les tuyaux, qui sont déjà dans les tuyaux. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils sont au pouvoir, ne seront pas inquiétés, mais demain, c'est pas évident qu'ils puissent mener tranquillement leur vie. On a déjà vu ça dans d'autres pays. Et donc, c'est quand même un grand travail qui est fait ces jours-ci. C'était un début et très réussi pour son organisation. Et nous avons tenu à relever ça ce matin. Alors, autre élément que vous relevez ce matin, Ferdinand, c'est par rapport donc à la crise actuelle aussi, le régime dans ses montages grotesques, c'est ce que vous écrivez, des jeunes burkinabés bientôt présentés comme des djihadistes au service du PNP, c'est ça? Oui, c'est une information qui court les rues, que nous avons vérifié auprès des responsables du PNP qui nous ont aussi fait savoir que ils sont au courant de certaines manœuvres. Vous savez, généralement, le régime, lorsqu'il a difficulté, a recours à des manipulations et à des manœuvres. On en a connu pendant dans les années 90 et cette année-là ou les années qui ont suivi, c'était Gilles Christ qui était présenté comme le plus grand terroriste et on voyait les gens qui venaient à la télé déclarer que bon, le leader à l'époque de l'UFC les a envoyés déposer une bombe ici, faire ceci par là. Et aujourd'hui, c'est le PNP qui est présenté comme un parti djihadiste. Et donc toutes les manœuvres qui peuvent démontrer que ce parti est dans cette logique de djihadisme va être démontrée. On a vu la sortie scandaleuse du ministre Akadazi et donc
on a appris qu'il y a des manœuvres de ce genre et que des jeunes pouvaient prochainement se présenter à la télé dans une conférence de presse comme des éléments de TNT agissant au Burkina Faso. Donc nous avons tenu à donner l'alerte. D'accord, très bien. Et puis, par rapport donc à l'actualité internationale, vous êtes intéressé à la République démocratique du Congo, Ferdinand. L'Église catholique au front en lieu et place d'une opposition en faillite karma. Oui, c'est quelque chose de très inédit et particulier qui se passe en RDC depuis un an et demi, depuis la fin du mandat, du deuxième mandat de M. Kabila, qui a décidé de ne pas partir, qui s'accroche au pouvoir et qui utilise l'armée pour opprimer son peuple. Mais ce qui est intéressant depuis quelques semaines, c'est l'Église catholique qui était au départ facilitateur dans la crise, qui est devenu maintenant un vrai acteur. Et quand on fait bien l'analyse, on se rend compte que c'est parce qu'à un tout temps, il y a totalement eu un néant en face de M. Kabila, que ce vide est en train d'être comblé par les organisations de la société civile, notamment la Lucha et le Filimpi, et particulièrement par l'Église catholique. Vous savez, l'Église n'a pas vocation à faire de la politique, mais quand l'Église sort de son rôle premier pour maintenant être un acteur politique, il y a bien lieu d'analyser la situation. Et on voit bien que en RDC, c'est la faillite de la classe politique, de l'opposition, qui s'est totalement discréditée vis-à-vis des populations. Il y a des leaders qui se sont compromis dans des accords bidons, et il y a ceux qui ont été achetés, il y a ceux à qui on ne fait plus confiance. Depuis le décès de Ken Tshisekedi, sont partis en lambeaux, englués dans une crise de succession. Vous avez un des acteurs majeurs, Moïse Katumbi, qui a été contraint en exil. Vous avez Jean-Pierre Bemba qui est à la CPI depuis des années. Et donc, face à ce vide-là, face à cette absence de leadership de l'opposition qui devrait normalement proposer une offre politique ou une alternative au régime Kabila, c'est l'Église qui est contrainte aujourd'hui d'être au front avec toutes les conséquences que vous êtes en train de suivre, notamment les répressions qui vont jusque dans les paroisses et les assassinats. Et cette situation doit nous interpeller en Afrique. On a déjà connu un cas au Bénin où la classe politique a été dévancée par un homme d'affaires, notamment Patrick Talon, qui aujourd'hui aussi a des velléités de remettre en cause des acquis démocratiques. Et cette situation peut arriver ailleurs, particulièrement au Togo, si d'aventure la classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux des populations, ou si la classe politique ne conduit pas très bien la lutte. Et donc, si en RDC, on a une église catholique assez courageuse pour prendre les devants, appuyée par la société civile, c'est pas évident que dans d'autres pays comme le Togo, on puisse trouver des prêtres assez courageux pour affronter le régime en place. Donc, c'est une analyse qu'il faut faire au regard de ces situations inédites. Et l'Église catholique appelle à de nouvelles manifestations dans le semaine à venir. Ce qui est sûr, c'est que le régime Kabila est sur le banc de la communauté internationale et incontestablement, ce monsieur va tomber de son pouvoir. D'accord. Le numéro 674 de l'alternative dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Allez, bonne journée. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Je voulais rappeler, avant de continuer à recevoir les confrères qui sont au téléphone, je voulais rappeler le débat tout à l'heure, dans moins de 15 minutes maintenant. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu une mission de la coalition de 14 partis politiques qui était donc à Conakry et à Accra. Il a été dit que les discussions politiques pourraient s'ouvrir ce matin, aujourd'hui mardi, 23 janvier, sauf que ce matin, aucune discussion n'aura lieu. Depuis hier, d'ailleurs, plusieurs sources
renseignait la non-tenue ou sur la non-tenue des discussions à la date précédemment indiquée. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent quand même. Hein. Qu'est-ce qui a pu encore bloquer l'ouverture des discussions? Nous rappelons que l'opposition avait maintenu ces préalables sans lesquels aucune discussion ne saurait être sincère. Comment analysez vous cette nouvelle situation, cette volte-face dans l'agenda politique au Togo? Vous nous appellerez sur le 93, 96, 99, 99 dans 15 minutes exactement. Notre 5e rédaction maintenant au téléphone, c'est celle de bimensuel économie et développement, et nous avons au téléphone Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric, bonjour également aux auditeurs et auditrices de KCFM. Merci de nous avoir rejoint Joseph. Et ce matin, vous parlez d'une agriculture togolaise à 2 vitesses. Pniazan, Agropole, ce chantier à découvrir finalement, Joseph. Oui, Eric, vous savez que la semaine passée, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique avait organisé la semaine des JPO, la journée porte ouverte. Bien sûr. C'était l'occasion au gouvernement de présenter, d'exposer aussi au public tous les efforts actifs par l'État togolais depuis quelques années pour assurer la sécurité alimentaire au Togolais. Et vous vous rappelez que depuis quelques années, le Togo avait obtenu quelques fonds pour le PNIASA, ce que nous appelons le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et vous vous rappelez également qu'il y a cela quelques jours, du PNIASA, nous sommes arrivés au PNIASA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a senti ajouter aussi la nutrition au secteur agricole. Oui. Donc, tous ces produits, tous ces projets, tous ces programmes ont été bel et bien expliqués aux populations la semaine passée. Parce qu'il est indispensable qu'aujourd'hui, la population puisse comprendre ce que le gouvernement a fait à leur endroit. Alors, je pense qu'à la fin de cette JPO, on a pu obtenir au moins 3 000 visiteurs. C'était une première édition, c'est déjà bien. Mais nous sommes revenus encore très bien sur les 2 projets, le Prianvin et les agropoles. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces 2 programmes qui font partie des nouvelles politiques agricoles du gouvernement. Alors, comme je l'avais déjà dit, le gouvernement même s'est engagé à investir 75 milliards par an pour soutenir le Prianvin. Et pour le niveau des agropoles, parce que ça concerne plus les transformations agroalimentaires, comment transformer le produit. Aujourd'hui, c'est très important. Il faut que le Togo arrive quand même à transformer ce produit. Oui. Et de là, je pense que bientôt, le gouvernement doit atteindre un financement de la Banque africaine de développement. Vous vous rappelez que le président de cette institution était à Lomé la semaine passée. Donc, le Togo devait obtenir au moins 64 milliards pour pouvoir booster, comme je l'ai dit, l'agro-industriel. Alors, je pense que aujourd'hui, en parlant de sécurité alimentaire, le Togo a fait quelques efforts, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire, par exemple en matière de mécanisation, en matière d'aménagement agricole, où aujourd'hui le Togo connaît un peu de retard. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de la superficie agricole qui est irriguée. Alors, c'est pas trop, il faut dire que ce n'est pas bien. En 2018, on ne peut plus encore attendre de la pluie. Donc, je pense que ce sont des efforts que le gouvernement doit faire. D'accord, très bien. Puisque d'ailleurs, vous le disiez, hein, avec la visite du président de la BAD à Lomé, lui, il croit à une agriculture qui crée de la richesse au Togo. Nous aussi, on y croit. Vous parlez également, Joseph, de la paralysie politique et sociale, les réformes structurelles, économiques étranglées, mais les partenaires rassurent davantage le Togo. Hein. Parce que aujourd'hui, tous les Togolais doivent savoir que l'économie ne se porte plus comme cela se doit. Oui. L'économie togolaise est à genoux depuis le 19 août dernier, quand la crise politique a commencé au Togo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 mois? Parce que pour aller rapidement, le Togo déjà a perdu ses 4 milliards comme recette fiscale aujourd'hui. Au niveau même sur le marché sous-régional, le Togo est accueilli faiblement. De voir les chiffres qui existent déjà en septembre. Le Togo a besoin de 30 milliards, il a pu récolter 16 milliards.
En janvier dernier, nous sommes en janvier, il y a quelques jours, le Togo a besoin de 15 milliards. Oui. Il a pu reporter 5 milliards. Au même moment, le Bénin qui a besoin de 20 milliards a reporté les 20 milliards. Donc, il faut savoir qu'il y a un petit problème au niveau du Togo. Et je pense que le Togo peut aussi, le gouvernement peut être un peu rassuré, puisque malgré tout ce qui se passe, le gouvernement a commencé l'assainissement public. Et vous vous rappelez que lors du discours à la nation, le chef d'État même l'avait dit qu'il y a un sacrifice qui est intéressant pour qu'au moins puisse quand même assainir les finances publiques. Alors quand on parle d'assainir les finances publiques, peut-être aujourd'hui il faut éviter les dépenses excessives, il faut réduire aussi les investissements très coûteux, des importations aussi très coûteuses, peut-être essayer de revoir les mobilisations fiscales et autres là. Donc je pense que ce sont des efforts que aujourd'hui le FMI a fait paraître dans son rapport, dans son premier rapport quand même pour le Togo. Donc voilà tous ces éléments qui rassurent aujourd'hui les partenaires pour dire bon d'accord, malgré qu'il y a la crise, mais on peut toujours continuer pas faire confiance au Togo. Vous vous rappelez qu'en décembre dernier, c'était le FMI, la Banque mondiale qui se sont mobilisés pour accorder du crédit. Et je vous rappelle tout à l'heure que le président de la BAD était à Lomé le vendredi passé, juste encore pour accorder un peu de crédit. Nous avons pris le temps de dresser tout ce que le gouvernement a fait comme assainissement des finances publiques. Et peut-être tout ce que aussi les partenaires demandent à ce gouvernement de faire. C'est un dossier que nous avons eu après. D'accord, très bien. Et puis vous parlez également de PAEJ, SP, la nouvelle formule de réduction du chômage des jeunes au Togo, Joseph. Non, bon, je pense que ça nous demandons aux jeunes tout simplement de laisser passer. Quand vous parlez de PAEJ, c'est un nouveau projet que le gouvernement et le président a lancé en 2006. Le projet qui permet d'être plutôt axé sur l'agriculture, c'est-à-dire comment soutenir les jeunes à rentrer dans le secteur agricole et avec dans la transformation aussi des technologies agricoles. Donc pour ça, nous avons essayé de rencontrer un de ces bénéficiaires, un jeune de ces bénéficiaires qui a pu aussi avoir au moins 1 million pour pouvoir transformer sa superficie agricole. Aujourd'hui, avec 1 million, il est à 15 hectares et tiens-toi bien, 20 sacs par hectare cette année. Donc, parce que c'est ça aussi, c'est un effort de l'État aussi pour soutenir les jeunes à l'espèce aussi de la pauvreté. Alors, je pense que ça nous demande encore plus aux jeunes de s'intéresser à cette tactique et de voir. Parce qu'il y a toujours possibilité de réussir au Togo. On parle de chômage, c'est vrai, le chômage y est, mais on peut toujours s'en sortir. Alors, nous demandons aux jeunes de lire les témoins de ces jeunes et le programme est là. Aujourd'hui, il y a 400, ce programme, le PAEJ a besoin de 400 jeunes en 2018 pour les financer dans le domaine agricole. D'accord. Nous demandons tout simplement aux jeunes de s'intéresser, d'aller, de se rendre, d'aller assister, de se faire assister par le PAEJ. Ah, d'accord. Et pour pouvoir obtenir ces fonds qui existent gratuitement. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Vous savez que cette année, le chef d'État aussi s'intéresse beaucoup à la jeunesse. Donc, je pense que, quand on dit souvent, quand on parle de la jeunesse, aucun sacrifice n'est là. Donc, nous demandons aux jeunes de s'intéresser, d'être dans les tout simplement et de faire comme celui-ci à la fin. Alors, on lira l'article naturellement dans votre journal. Vous parlez également de Télécom, Acha Deji Afo et le colonel Lata pour porter haut le flambeau de la holding Togocom. Écoutez, Joseph Gada, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Bonne journée et bien des choses à tout le personnel de Taxi FM. Allez, bonne journée à vous également. Taxi FM. Le monde en une radio. Notre 6e rédaction finalement ce matin, c'est celle du bimensuel L'équipe sportive avec Aimé Lebon au téléphone avec nous. Aimé, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Aimé. Et ce matin, vous revenez sur les championnats togolais. On est en football, bien sûr. Et les violences sur les terrains, la mode et le péril, écrivez-vous ce matin.
Exactement, Eric. Avec tout ce qui se passe encore dans ce championnat ou dans ces championnats, cette saison, alors on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas devenu donc une mode que de voir cette série de violences se produire sur tous les stades pratiquement, donc depuis quelques journées, se coller, Talibé, Bassar, Raroté, pour ne citer que pour ne citer que ces stades-là. Alors on se pose beaucoup de questions, alors à quoi arrive tout cela? Et naturellement, la conséquence c'est qu'il y a donc le péril, justement, puisque vous savez, la saison dernière à Amiens, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que pratiquement le club soit versé donc la 3e division avant qu'on le ressuscite encore une fois. Alors, est-ce qu'on va vivre les mêmes scènes, tout cela, lorsqu'on voit ce qui se passe sur ces stades? Alors on a envie d'interpeller encore une fois et la Fédération de Guadeloupe de football et disons les forces de sécurité. On sait que tout d'abord c'est la Fédération de Guadeloupe de football qui est indexée. Il faudrait justement que les organisateurs de ces matchs-là puissent faire le nécessaire en ayant le plus de forces de l'ordre possible sur les stades, autour des stades, pour essayer de décourager justement ces fauteurs de troubles, de les masquer, de les détecter également et de pouvoir les sanctionner comme cela se doit. Parce qu'on peut pas vivre, on peut pas continuer à jouer sur des stades avec des scènes de violence, et ça, c'est le problème, et on constate tout simplement que c'est devenu une mode donc au Togo depuis quelques temps. Ouais, c'est malheureux, ça vous le soulignez ce matin, vous faites bien de le souligner, mais par rapport donc à ce championnat et les rencontres de football sur le terrain maintenant, et l'AS Togoport qui est en embuscade, Gomido fait le show, écrivez-vous. Et puis vous revenez un petit peu également sur le festival international Espoir de Toulon, toujours le football. Le Togo sera à sa première. Oui, là, vous savez qu'on en a toujours parlé, depuis quelques temps, on annonce toujours le Togo dans des tournois à l'international, mais au dernier moment, on nous dit, bon, ok, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ceci. Bon, on espère que cette fois-ci, on y sera, et donc, puisque depuis l'arrivée de Paul Leroy à la tête de la sélection togolaise, eh bien, tous les moyens sont déployés, tous les moyens sont mis à sa disposition pour assouvir tous ces désirs. Alors donc, on va espérer que ça va être le cas également pour que le Togo puisse participer à ce tournoi de Toulon. D'accord, très bien. Juste un mot sur la boxe, Aimé, cette affaire de suspension de l'AIBA, Bayor, gracié aujourd'hui, Oui, Bayor a été gracié. Vous vous rappelez que l'affaire de suspension de Bayor est arrivée même jusqu'au TAS. Bayor s'est plaint. Donc le TAS a déposé cette affaire sur la table du tribunal arbitral du sport, et le TAS qu'il avait débouté entre-temps. Alors donc, finalement, le président intérimaire de l'AIBA a pris la résolution sur lui avec tout pouvoir gracier, c'est bien sûr le mot gracier, donc Bayor, compte tenu donc de tout ce qu'il a fait pour la boxe au Togo, en Afrique et dans le monde, c'est ce que dit donc le communiqué, sauf que cette grâce qui lui a été accordée ne lui permet pas véritablement de retrouver son fauteuil de président de la Confédération africaine de boxe. Oui. Bon, d'accord, très bien. On a compris en tout cas, Aimé. On lira le reste dans votre journal, l'équipe sportive. Merci beaucoup, Aimé, pour votre disponibilité. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Excellente journée à bord du taxi. Sur Taxi FM, l'info roule. Outre l'équipe sportive, vous avez le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, le bimensuel Économie et Développement, l'hebdomadaire Actu Express, l'hebdomadaire Indépendant Express, vous avez le quotidien Liberté qui est aussi dans les kiosques ce matin, et vous avez l'hebdomadaire Le Médium également. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur les sites internet, les sites d'information du Togo, et sur le site de la radio également, radio-taxifm.com. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance.
Taxi FM. Il est 8h03 sur la radio et l'antenne est à vous maintenant. Le 93, 96, 99, 99. Notre débat tourne autour de la politique togolaise. Je rappelle juste que la semaine dernière, une émission de la coalition des 14 partis politiques s'est rendue à Conakry et à Accra. Il a été dit que la discussion politique pourrait s'ouvrir ce matin, 23 janvier, ce mardi. Sauf que ce matin, qu'aucune discussion n'aura lieu, visiblement. Depuis hier, plusieurs sources renseignaient de la non-tenue des discussions politiques à la date indiquée. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce qui a pu encore bloquer l'ouverture des discussions? L'opposition qui maintient ses préalables, sans lesquels aucune discussion ne saurait être sincère. Comment analysez-vous cette nouvelle situation, cette volte-face dans l'agenda politique au Togo? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Taxi FM, priorité au direct. Notre premier auditeur ce matin, allô? Oui, bonjour, mon cher handicapé. Oui, bonjour, mon grand citoyen d'État Donné. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va très bien, nous vous écoutons, Donné. Ok. Vous voyez, cette crise que nous avons eue dans ces derniers mois a montré, par exemple, le triple langage du pouvoir de le mettre. Sinon, la gêne du pouvoir en place, de faire des réformes, de limiter les mandats et de conduire le pays à bon port, ou bien de conduire bien les Togolais dans le pays. Parce qu'ils ont montré la difficulté du pouvoir en place. Parce que s'il doit y avoir dialogue, c'est le pouvoir en place qui doit convoquer un dialogue, qui doit inviter la classe politique chez l'opposition pour venir dialoguer. Mais ça dépend de temps. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur assimi dans le labo de X, je ne sais pas, pour pouvoir encore, visiblement, dribbler les gens ou dribbler l'opposition. Donc, ils tardent, parce qu'ils sont informés. Le jour où ils vont réformer, il va commenter. Alors, Donné, est-ce qu'il faudra attribuer cette nouvelle situation à la seule formation politique UNIR? Parce qu'aujourd'hui, quand on parcourt de nouveau le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre les leaders politiques de l'opposition et le président guinéen Alpha Condé, l'opposition a encore mis l'accent sur ses préalables. Des préalables sans lesquels, finalement, aucune discussion ne serait possible. Mais évidemment. Parce que, tu sais, le pouvoir en place, je ne sais pas, les arrestations dont ils ont eu à faire ces derniers temps sont devenues leurs otages. C'est devenu otage pour eux. Donc, ils tiennent ces gens-là en otage pour pouvoir avoir une pression sur l'opposition. Donc, l'opposition aussi se trouve dans l'obligation de présenter des préalables, enfin d'avoir un cadre qui est un dialogue. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, moi, à mon avis simple, j'appuie toujours le pouvoir en place. C'est le pouvoir en place qui a la maîtrise. Parce que l'opposition n'a jamais gouverné. L'opposition, elle a quoi? Elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a jamais dirigé le pays. Donc, c'est le pouvoir en place qui a même managé tout. Donc, c'est lui qui doit, en principe, organiser le dialogue. Si le dialogue traite jusqu'à présent, la balle est toujours dans son cas. D'accord, voilà. Très bien. Donné, on a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir appelés. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai. Taxi FM 93.1. Notre deuxième auditeur ce matin, allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur Kolani, j'appelle d'abord. Monsieur Kolani, comment allez-vous? Je porte bien, mon frère. Très bien, nous vous écoutons. Oui, comme vous l'avez introduit, on disait qu'entre le 3 et le 26. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est au 23. On est le 23. Donc, on va se expliquer parce que la politique aussi, c'est pas Condé qui va nous donner la date, mais sûrement qu'il a consulté son homologue du Togo et qu'il a donné cet intervalle. En tant que chef d'État et qu'il détient le pouvoir, il doit se voiler la face. Il ne faut pas se diminuer. Et du coup, l'opposition aussi demande c'est un préalable avant d'aller sur la... Nous avons dit quand même à l'opposition, soyons sincères, ces préalables peuvent se discuter sur la table du dialogue. Ça, ce n'est pas, il ne faut pas l'imposer. Puisque le pouvoir joue le jeu pour que le dialogue n'y ait pas. Parce que s'il y a le dialogue, c'est qu'à la sortie de ce dialogue, il y aura un succès. Et ce succès, c'est un compromis. Ce compromis-là ira à l'Assemblée.
et tous ils vont le voter. En ce moment, quand on va le voter, le chef de l'État est obligé seulement peut-être la possibilité de faire encore un seul mandat. Et si l'opposition ne va pas à ce dialogue, ce qui veut dire qu'ils vont préparer le référendum. En ce moment, on est en 5e République et le chef de l'État a la possibilité d'aller 2 fois au bord du parti pouvoir. Donc l'opposition n'a qu'à comprendre, oui, les gens veulent le marché, ils ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas aujourd'hui, après 5 ans, ceux-là sont déjà sacrifiés, mais on ne va pas continuer par les sacrifier. Si on prend le pouvoir, on saura comment les dédommager, même les libérer, comment les dédommager. Oui. Le pouvoir même sait bien que ce n'est pas eux qui ont brûlé. Quel que soit le fait, même si la justice humaine, ils pensent qu'ils le dominent, il y a la justice divine. Mais je préfère qu'on aille sur la table du dialogue et que, comme on le dit, le succès, c'est cette faculté de se mettre à la place de l'autre. Toutefois, en considérant un point de vue. Vous comprenez? Oui. Donc, si l'opposition, sur la table, se met à la place du pouvoir, et le pouvoir a cette capacité de se mettre à la place de l'opposition, et que les deux sachent que le succès que nous voulons, cela veut dire les intérêts du peuple, on n'aura pas de problème. Donc, on n'a qu'à attendre. Tu vois? Il y a jusqu'au 26, attendons, prions, et que les deux comprennent qu'ils n'ont qu'à mettre l'intérêt du Togo, l'intérêt des Togolais, l'intérêt de notre nation au-dessus, ou oublier leurs intérêts personnels. Oui, mais la question des préalables, elle pourrait aussi être un blocus finalement à l'ouverture des discussions, Koulani. C'est pourquoi nous demandons qu'ils aillent sur la table. L'essentiel d'appeler. Si le gouvernement appelle aujourd'hui, venez vous asseoir et que l'opposition dit non, on n'a pas libéré les gens avant qu'on ne puisse dire vraiment ces préalables tiennent à l'opposition qui ne veut pas, c'est l'opposition maintenant qui a la mauvaise foi. C'est pourquoi nous demandons à l'opposition, ces préalables, oui, vous l'avez exigé. Allez-y sur la table en continuant par exiger dans la salle du dialogue. D'accord. Très bien. Ben, on a compris, M. Koulani. Il ne faut pas qu'on libère, il ne faut pas que le préalable se fasse d'abord avant d'aller dans la salle. Même si ce n'est pas fait, on vous appelle, allez-y. L'essentiel est d'appeler. Est-ce qu'ils vont appeler? L'opposition là, il attend. Le 23 ce matin, si on les appelait, ils vont partir, ils disaient non, nous n'allons pas, non préalable ne sont pas satisfaits. Là, on saura comment juger. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé, M. Koulani. Merci d'avoir pu exprimer votre point de vue sur le sujet. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous avons encore 3-4 minutes à passer ensemble sur la radio. Notre troisième auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez diminuer ou sinon éteindre carrément votre poste récepteur? Vous devriez nous écouter parfaitement dans le combiné. Ça peut aller? Ça peut aller. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, Félix. Monsieur Félix. Oui. Nous vous écoutons. Alors, j'aimerais par rapport aux dates qui ont été proposées, demander à savoir est-ce le médiateur qui a proposé les dates ou bien ce sont les partis de l'opposition qui viennent nous proposer leurs dates. Parce que nous avons entendu le président Alpha Condé parler, nous ne l'avons pas entendu proposer une date. Ce sont les leaders de l'opposition qui sont venus donner les dates du 23 et 26. Non, il y a problème oui, monsieur Félix, le communiqué qui a sanctionné la rencontre mentionnait très bien cette date, que la discussion pourrait avoir lieu entre le 23 et le 26 janvier. De toutes les façons, le médiateur a dit qu'il enverrait une délégation auprès du président togolais. Ça veut dire qu'il faudrait négocier et tenir compte de l'agenda du président togolais. Bien sûr. Alors, si le président togolais n'est pas disponible, cela veut dire que le président Condé ne peut pas imposer quelque chose que ce soit. Mais je pense que l'opposition togolaise me pose un véritable problème de crédibilité. Déjà, au départ, le sommet se tient à Abuja, ils ne sont même pas en mesure d'avoir des résolutions du sommet d'Abuja. C'est au retour qu'ils se transportent à Accra, qu'ils vont voir le président ghanéen pour avoir les conclusions de cette rencontre. Et quelques jours après, c'est eux encore qui se transportent à Conakry pour dire qu'ils vont voir le président Alpha Condé. Je pense que sincèrement, qu'ils doivent revenir, s'asseoir, réfléchir et se rendre compte que même à un niveau, ils ne sont pas crédibles. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Félix. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous avons encore une place pour un auditeur, le 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Le Maine. Et notre dernier auditeur ce matin, allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Allô?
Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, ça marche. Ça peut y aller. C'est monsieur? C'est bon maintenant, d'accord. C'est monsieur Théodore. Monsieur Théodore, nous vous écoutons. Oui, je voudrais réagir à propos des préalables pour la discussion, quoi, le dialogue. Bien sûr. Je crois bien que l'opposition doit vraiment revoir sa stratégie, parce que si vraiment les préalables sont tellement, je ne sais pas, tellement nombreux, que le pouvoir ne peut pas satisfaire afin que le dialogue puisse s'ouvrir, je ne sais pas quand ça va continuer. Par moi, je prends l'exemple, je ne sais pas si l'affaire des incendies de Haché de Lomé et Kara fait partie de ces préalables. Oui, si, bien sûr. Voilà. Si, bien sûr, je ne vois pas le rapport entre la crise et les effets de marché. Mais si c'est la justice est en train de faire son travail, je ne sais pas si l'opposition demande au pouvoir de faire rompre ou bien de rompre la procédure judiciaire pour pouvoir répondre à leurs besoins. Deuxième chose, je ne sais pas pourquoi ils veulent que ce soit un préalable pour le dialogue. Est-ce qu'ils sont auteurs de ce qui s'est passé? Je ne sais pas encore. Mais si vraiment l'opposition aspire à un pays plus ou moins démocratique, il faudrait quand même qu'ils révisent leur préalable là pour voir que si c'est un pouvoir dictateur et que si avec ça la justice est sortie, je parle de marché des incendies. Oui. Donc carrément, ils n'ont qu'à laisser ça de l'autre côté et voir. On sait comment la crise là est née. La crise est née, parce que c'est vrai que Fabre a marché pendant plus de 5 ans. Il y a plus ces choses-là. Mais tout dernièrement, on a vu à peine 5 mois. Si on veut parler, ils n'ont qu'à essayer de parler des événements qui se sont passés depuis l'ouverture du 19 passé pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, on va continuer sur ça, aller vers le passé, toujours vers le passé comme préalable, on sera toujours sur place. Donc, je vous en prie, l'opposition n'a pas vraiment revoir sa stratégie. Je parle de la stratégie. D'accord, très bien. Pour qu'on puisse sortir de cette situation. Monsieur Théodore, merci beaucoup de nous avoir appelé. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Et c'est donc à la fin des coups de fil donc à Taxi Media Show. Merci à monsieur Théodore, monsieur Félix, monsieur Kolani et monsieur Donné qui nous avait donc appelé. Je rappelle quand même les préalables, tels que mentionnés dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre les leaders de l'opposition et le président guinéen. En premier lieu, on parle de la libération de tous les détenus politiques. Il s'agit des personnes arrêtées à l'occasion des manifestations depuis le 19 août et non encore libérées, des personnes arrêtées en dehors de toute manifestation, des membres de la société civile arrêtés et non encore libérés. On parle des militants de la société civile Noubouéké, des personnes détenues dans l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé de Kara. En deuxième point, la levée des contrôles judiciaires dans l'affaire des incendies et autres affaires politiques, notamment celles concernant le député Targone. En troisième point, la levée de l'interdiction de manifester dans les villes de Mango, Bafilo et Sokodé. Quatrième point, effectivité du droit de manifester à Kara. Cinquième point, levée de l'état de siège dans les villes de Mango, Bafilo et Sokodé. Sixième point, casernement de l'armée. Septième point, libre circulation des personnes, des responsables et militants de l'opposition sur toute l'étendue du territoire. Et puis huitième point, arrêt des harcèlements des responsables et militants de l'opposition. Écoutez, demain, mercredi, ce sera la libre antenne et on pourra prolonger ce débat. Merci quand même de nous avoir suivis. Je voudrais aussi rappeler que dans les kiosques ce matin, vous avez le hebdomadaire L'Union pour la patrie. On vient de l'avoir. Le confrère qui met l'accent sur la commercialisation des substances minérales précieuses dans notre pays, exportation et production de l'or au Togo, la différence. C'est à lire dans le journal. Et puis en application de la loi sur la liberté d'accès à l'information publique, un décret établit la liste des organismes publics concernés et les personnes responsables. Vous lirez cela dans le journal L'Union pour la patrie. Et puis il y a également un autre journal, une autre publication du groupe de presse L'Union, ça s'appelle Indice.
indice, ça parle économie. Comment mettre fin à la faim au Togo? Le confrère traite le sujet. Après les déboires de 2016, le port de Lomé reprend des couleurs. Et puis société, affairisme, trouble à la tranquillité des populations, adultère, le boom des églises du réveil qui inquiète finalement. Le confrère traite également du sujet. C'est à lire dans le journal. Et puis l'économie togolaise, la croissance version crise politique, à découvrir dans le journal Indice, dans les kiosques aussi ce matin. Merci à Emmanuel Lafanyagbi qui a assuré la coordination technique. Vous le retrouverez juste après nous pour la suite et la fin de la matinale jusqu'à 9h. La salle de rédaction, vous retrouverez avec Gilles Gbagba pour le bulletin d'information 9h10. Joël Roniglo, le journal à Névé. Et puis nous autres, nous vous retrouverons à 11h avec les confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. Passez une excellente journée. Au revoir. Taxi FM, toujours premier sur l'info.